Dans la majorité des maisons au Québec, il y a la Bible et comme deuxième livre, il y a le guide de l'auto. C'est fou à quel point c'est un livre qu'on voit partout, qui arrive chaque année avec beaucoup d'attentes. Et puis, étonnamment, il y a toujours des nouveautés, bien entendu. Pas Absolument. juste les années qui changent, mais les modèles. Et donc, avec nous, Louis-Philippe Dubé, qui est co-auteur du Guide de l'auto, chroniqueur automobile. Jase-nous de ça. Comment... moi, j'ai toujours été curieux, déjà, de toujours changer de voiture. On s'est croisés hier lors du tournage de Salut Bonjour, et puis je t'ai vu avec une Charger, c'est ça? Oui, Charger Six-Pack. Orange. Et on pouvait pas te manquer. Et puis, Non, ça attire l'attention, en effet. Et puis, c'est le fun quand même. Moi, j'aime ça, aller au salon de l'auto, m'asseoir dans les autos, voir ça. C'est comment changer d'auto tout le temps, là? Est-ce que tu te tannes à un moment donné? Non, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, en fait. Puis en ce moment, on vit une période qui est critique dans le domaine automobile. Moi, je la trouve extrêmement excitante parce que justement, on développe à vitesse grand V des nouvelles technologies. On a de plus en plus de joueurs dans l'industrie automobile qui veulent une part du marché, puis on essaie d'offrir aux clients qu'est-ce qu'ils veulent. Et là, maintenant, on a de plus en plus d'arcs du côté énergétique, ouais. là, du côté, par exemple, de l'électrique à essence, même l'hydrogène. On a de plus en plus d'options pour pouvoir, mettre de l'énergie dans l'auto. Et les technologies avancent, certains à grands pas, certains à petits pas, mais ça fait, somme toute, une industrie qui est extrêmement intéressante. Puis aussi, il y a des défis pour la mobilité, il y a des défis aussi pour le transport, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe. Ils sont différents. Et quand on regarde ça globalement, ça donne un bon portrait non seulement de l'automobile, mais aussi social. Là, oui, non, c'est un reflet de ce qu'on vit, de comment on vit. Oui, c'est pas les mêmes modèles qui se vendent en Italie qu'à Rouyn-Noranda. Exactement. C'est clair. Le guide sort le vendredi 19 août, le guide de l'auto 2027. C'est pas tôt, mais j'ai été surpris. Moi, je m'attendais en octobre, peut-être. Il me semble qu'il n'y a pas des nouveautés d'ici la fin de l'année. Oui, absolument. Mais nous, on est privilégiés au Guide de l'auto parce qu'on a des informations sous embargo. C'est-à-dire qu'on promet de ne pas dévoiler l'information en échange de l'avoir avant l'impression du livre. Donc, c'est un peu une façon de nous pour d'avoir de l'information privilégiée et puis de l'offrir là, à nos lecteurs. Donc, essentiellement, on est capable de dévoiler. C'est sûr qu'il y a des nouveautés toute l'année. Après ça, on va en avoir. Mais là, nos lecteurs, on les invite à regarder le site du Guide de l'auto où est-ce qu'on reste à jour là, sur ces nouveautés-là. J'imagine qu'il y a énormément de questions sur tout ce qui touche l'électrique. Quand tu rencontres quelqu'un, est-ce qu'on fonce dans le mur? Est-ce que c'est vraiment une option du futur? On voit aussi d'un point de vue politique, c'est complexe l'électrique, là, surtout aux États-Unis. C'est quoi ta vision, toi, de l'industrie future de l'automobile? Dernièrement, ça bouge beaucoup. Hein. Au Québec, si on regarde seulement le Québec, c'est une industrie où est-ce qu'on a eu des subventions, on a eu beaucoup de demandes, on a eu... Si on compare les chiffres de vente de cette année versus ceux de l'an dernier, c'est difficile, c'est de plus en plus difficile de comparer les chiffres de vente parce que justement, il y a des phénomènes externes qui arrivent comme les subventions, etc. Mais côté global, l'augmentation des ventes de véhicules électriques, elle est constante. L'électrification s'en va dans cette direction-là. On a réglé beaucoup de problèmes et d'enjeux avec l'électrification dans les 10 ou 15 dernières années. Les gens, moi j'ai des véhicules électriques souvent, je vais les conduire, je vais avoir des petits bobos avec. On s'est attendu à ce que les véhicules électriques fassent ce que le véhicule à essence a fait en 100 ans, mais en 15 ans. Donc, on veut, parce qu'on veut quelque chose qui est l'équivalent sans le prix de l'essence. Souvent plus cher même. C'est pour ça aussi souvent plus cher aussi, attentes. parce qu'on a des attentes. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans les 10 dernières années? La diminution du prix des batteries, par exemple. Je te dis, sur 10 ans, c'est 80% moins cher fabriquer une batterie à cause qu'on a développé des procédés plus intelligents pour le faire. Le moteur à combustion n'a pas dit son dernier mot. On est encore en train de le perfectionner, de l'améliorer, etc. Donc, plus on a de type d'énergie, plus on va garder un peu le cap là, sur avoir une mobilité un petit peu plus efficace, je crois. Mais du côté de l'électrification, les enjeux qui demeurent en ce moment, c'est surtout côté réparabilité, par exemple. Côté la technologie, il y a certains véhicules, pas tous les véhicules, mais certains véhicules qui sont difficiles à être réparés. Et puis, un enjeu qu'on parle souvent dans les médias dernièrement, c'est les assurances ou quand, par exemple, il y a un accident, le véhicule doit être envoyé à la scrap.
Ça arrive pas tout le temps. Est-ce que les études démontrent que c'est plus souvent électrique qu'à essence? Les données qu'on a de 2023 disent que non, mais on voit sur le terrain que les primes d'assurance augmentent pareil et les carrossiers mentionnent qu'il manque de main-d'œuvre pour les réparer. Je pense qu'il faut le voir d'une certaine manière, cet enjeu-là, comme si on avait, comme dans une région donnée, plus de véhicules électriques qui sont envoyés à la scrap que de véhicules à essence. Qu'est-ce qui est plus coûteux ou le coût environnemental? Qu'est-ce qui est plus élevé? Recycler ces véhicules-là, ces 100 véhicules-là, selon les règles de l'art, on prend les batteries, on les amène ailleurs, on recycle le métal. Et tout ça. Ou on remplace tous ces véhicules-là par des véhicules à essence qui font 25 tonnes, 30 tonnes de gaz à effet de serre sur leur durée de vie. Moi, je pense que le recyclage, même si, soit dit en passant, si les études démontrent que les véhicules électriques, ils sont un petit peu plus envoyés à la scrap un petit peu plus souvent, je trouve que c'est toujours mieux de les réparer que de les remplacer par des véhicules qui font énormément de gaz à effet de serre. Par contre, ces données-là changent continuellement. Ça se peut que l'an prochain, on se fasse dire « Oh non, c'est de pire en pire. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre pour les réparer. On en envoie à la casse de plus en plus souvent. Ouais. Donc, l'industrie évolue constamment. Et puis, si on conserve plusieurs types d'énergie, comme par exemple les carburants synthétiques, même les carburants fossiles dans des véhicules hybrides qui sont très efficaces, un peu d'hydrogène là-dedans, si on est capable de le faire fonctionner et que ça devienne logique, et l'électrique, ben là, on va avoir un bon mélange et tout va garder son prix, ça va rester raisonnable, là, essentiellement. J'avais une discussion avec un de mes amis l'autre jour, puis on se chicanait un peu positivement sur le futur de l'auto. Lui, il était sûr à 100% que tout allait être électrique. Moi, j'étais comme, hey, il y a peut-être une troisième option qu'on parle jamais. Bon, ben aujourd'hui, il y a l'industrie, l'auto à essence, on parle de l'auto électrique, mais il n'y aurait pas une auto à essence où, avec un plein, tu pourrais rouler 2000 km. Tu sais, comme de garder cette technologie qui existe, qui a prouvé qu'elle fonctionnait, mais de juste développer des moteurs plus intelligents, je ne sais pas là, quel terme utiliser. Oui, absolument. On a besoin, dans un moteur à injection, là, un moteur à combustion interne, on a besoin de l'air, de l'essence et d'une étincelle pour faire cette détonation-là. On essaie de rendre cette détonation-là, cette explosion-là, la plus efficace possible. Et ça passe par, oui, des carburants qui sont meilleurs, mais aussi par des matériaux qui sont meilleurs. Parce que la limite d'un moteur à combustion, c'est la chaleur. C'est souvent ça. Okay. Et la chaleur... pour la façon la plus rapide de la diminuer, c'est avec du carburant pour conserver tout ça. Donc, si on est capable d'améliorer et de continuer l'amélioration du moteur à injection, peut-être qu'on peut arriver à un certain moment où est-ce qu'on va dire on utilise de moins en moins de carburant, on en raffine de moins en moins et ça devient une des sources qui est viable comparativement, par exemple, à une voiture électrique qui s'alimente en électricité dans une source qui est faite, par exemple, avec le charbon. En Europe, par exemple, où est-ce qu'on est chanceux, on a une énergie qui est très durable. Dans certaines parties du monde, ce n'est pas le cas. Donc, peser toutes ces énergies-là, une à côté de l'autre, et dire, ben peut-être que dans certaines régions du monde, on n'est pas capable de faire de l'électricité de manière durable, mais on a un super carburant qui peut être transporté là pour être dans ces véhicules-là, et ça devient viable, et ça fait un minimum de gaz à effet de serre. Puis là, ça arrive au bout, à la chaîne, qu'on veut nettoyer notre air, puis on veut là, faire une différence, le côté écologique. Dernier petit sujet, il faut que tu m'expliques. La Ferrari Luce électrique vendue hier pour 40 millions US. Une nouvelle Ferrari électrique. Écoute, c'est qui le fou qui a payé pour ça? En fait, il y a beaucoup d'attention sur ce modèle-là. Quand on l'a dévoilé, c'était un véhicule qui était, au détail, là, c'était 880 000 canadiens, si je ne me trompe pas. C'était un peu, selon les fans de la marque Ferrari, un sacrilège d'avoir une Ferrari électrique. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège. C'est un véhicule qui a été co-développé avec un ancien designer de chez Apple. On regarde le véhicule, ça a l'air d'une marque très commune. Si on pourrait mettre un logo Hyundai dessus. Ça a pas l'air de 40 millions US. Mais ça a attiré tellement d'attention et ils ont décidé de prendre le premier exemplaire, le premier numéro de série et de le mettre aux enchères là, durant le Monterey Car Week, un gros événement de voitures de luxe. Et puis, ça a attiré énormément d'attention et il y a quelqu'un qui l'a acheté pour l'équivalent de 50
155 millions de dollars canadiens. Pourquoi? Parce que c'est comme un tournant. On l'expliquait au début de la chronique. C'est un tournant dans l'industrie. Ça se peut que ça soit... C'est la première Ferrari électrique. Est-ce que la dernière Ferrari à essence va vendre plus cher? Je pense que oui. Ça c'est clair, mais je crois pas qu'il y aura une dernière. Là. Dis-moi pas qu'on va faire disparaître ça. Écoute, Louis-Philippe Dubé, je le rappelle, le nouveau guide de l'auto sort vendredi 19. En fait, c'est mercredi maintenant. 19, oui, exactement. Le mercredi qui arrive en librairie, mais il est déjà disponible en ligne. Là, donc, Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.